tout a bien démarré dans les 10 centres et les discussions sur les corrigés types et les travaux de correction prendront fin certainement d'ici le samedi 6 juillet prochain. La sélection des acteurs sont des enseignants qui sont retenus pour leurs compétences et triés sur la base de critères de compétences et de qualifications dans un premier temps par des commissions départementales constituées de spécialistes par discipline et dans un second temps une commission nationale d'harmonisation composée d'inspecteurs et de partenaires sociaux. La première délibération se fera le mercredi 10 juillet dans les 10 centres de correction. Nous sommes dans une économie numérique et la matière première de cette économie numérique-là, justement, ce sont les données personnelles. De sorte qu'aujourd'hui, protéger les données personnelles n'est plus une option. Moi, j'ai été victime il y a déjà, je ne sais pas combien d'années, lorsque je me suis engagé en politique, quelqu'un d'intéressé à subtiliser ma boîte email, mon adresse email. Et bien sûr, il a pu, de ce fait-là, subtiliser toutes les données que j'avais pu y stocker. Et plus malin encore, il a pu bloquer le compte après. Ce ne sont pas seulement les autorités ou les gens qui ont une certaine autorité qui peuvent en être victimes. Au Bénin, les exemples donc sont nombreux de perte de données, de réputation détruite. Pour la collaboration institutionnelle, ce n'est pas difficile. Il y a d'abord ce que nous tentons déjà de faire sur le terrain, les rencontres périodiques. Je parlerai en termes de collaboration pour l'atteinte de même objectif, qui est de protéger les données personnelles. Et il est important de temps en temps que l'autorité garante donc, de cette protection, qui est la PDP, procède à ce genre d'atelier, de réflexion. C'est un point d'honneur pour nos institutions financières que de venir et de participer à cet atelier pour pouvoir mieux appliquer donc, la réglementation applicable. J'y vais encore plus averti avec des propositions encore plus grandioses pour permettre à mon organisation d'être à l'abri de tout ce qui est sanction au niveau de la PDP. Adoption du programme spécial d'intensification des productions maraîchères et céréalières. En raison des effets du changement climatique et de la forte chaleur observée entre les mois de janvier et mai, la campagne agricole a été marquée, entre autres, par une faible production de cultures maraîchères, notamment la tomate, l'oignon, le piment. Il en résulte que la disponibilité de ces produits s'est faite rare, entraînant un renchérissement de leurs prix sur les marchés. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en dépit de la hausse de la production céréalière, en particulier du maïs, les exportations incontrôlées vers les pays de la sous-région ont également induit une envolée des prix. En vue d'éviter que ces situations se répètent de façon cyclique, le gouvernement a retenu un ensemble de mesures pour intensifier durablement les productions maraîchères et céréalières afin d'en assurer la disponibilité et l'accessibilité aux populations. Un programme spécial est donc mis en place pour apporter et ou amplifier des innovations technologiques déjà développées par certains projets actuellement en cours d'exécution. Le dit programme, avec une dotation initiale de 10 milliards de francs CFA, favorisera notamment l'installation des infrastructures de production agricole telles la culture en milieu contrôlé, la petite irrigation, les équipements et infrastructures de stockage pour minimiser les pertes post-récolte, l'accès aux intrants spécifiques, semences à haut rendement et résistants au changement climatique, pesticides, engrais minéraux, biostimulants, biofertilisants, etc. L'adoption des pratiques agricoles durables, telles que la gestion intégrée des ressources en eau, la rotation des cultures et la gestion de la fertilité des sols, le renforcement de la mécanisation agricole.
Toutes ces mesures seront accompagnées du conseil agricole dédié et de la formation des acteurs pour leur professionnalisation aux bonnes pratiques de production agricole. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit à l'effet d'engager toutes les diligences en vue du démarrage effectif des activités pour parvenir aux objectifs fixés. À la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature. Membres désignés par le président de la République, Madame et Messieurs, Rukiatou Bio-Faye, Édouard Loko, Mohamed Barre. Membres désignés par l'Assemblée nationale, Messieurs, Tosso Marcelin Ahonoukoun, Ahokanou Fernand Gbagidi, Ncha Gérard Nda. Membres désignés par les professionnels des médias et par catégorie, audiovisuel, Monsieur Armand Godonou Houssou. Presse écrite, Monsieur Basile Thibozo. Technicien des télécommunications, Monsieur Lionel Astérix Todjié Begonoude. Monsieur Édouard Loko est nommé président de l'institution. Au ministère de la Santé, directrice générale du Centre hospitalier international de Calavi, Madame Karine Istin. Directrice générale adjointe du Centre hospitalier international de Calavi, Madame Florence Angélique Bendi Djetta, je vous remercie. Édouard Loko préside désormais la 7e mandature de l'ARAC. La nomination du nouveau président de la haute autorité de l'audiovisuel est intervenue ce mercredi 3 juillet 2024. Le chef de l'État, Patrice Talon, a désigné Édouard Loko pour conduire la destinée de l'organe de régulation des médias béninois pendant les 5 années à venir. Le nouveau président de l'ARAC est un fin connaisseur de la presse béninoise. Journaliste, Édouard Loko est le promoteur du quotidien Le Progrès. Il a été directeur général adjoint de la chaîne de télévision Eden TV. Dans les instances dirigeantes de la presse béninoise, il a occupé le poste de président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, président de l'Observatoire de déontologie des médias et de vice-présidence de l'ARAC. Édouard Loko est un proche collaborateur de l'actuel président béninois, Patrice Talon. Le nouveau dirigeant de l'ARAC figure dans la liste des soutiens de premières heures du locataire de la Marina. Il a été membre du comité technique chargé des médias du chef de l'État lors de la campagne présidentielle de 2016. Éminent journaliste, Édouard Loko met également sa plume au service de la littérature béninoise. Le nouveau leader de l'ARAC est auteur de plusieurs œuvres dont les plus populaires Boni Yahi, L'intrus qui connaissait la maison, et Patrice Talon, président du Bénin. Le premier livre retrace le parcours de l'ex-chef de l'État béninois jusqu'à son accession au pouvoir. Le second livre est un essai politique qui fait découvrir l'actuel président de la République et le déroulé de sa campagne électorale. Édouard Loko est un grand officier de l'Ordre national du Bénin. Il a été élevé à titre exceptionnel et civil à cette dignité par le président Patrice Talon en décembre 2021. Le professionnel des médias a été distingué pour ses bons et loyaux services rendus à la nation. Karine Istin est la directrice générale du Centre hospitalier international de Calavi. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 3 juillet 2024 au Conseil des ministres. De nationalité française, Karine était jusqu'à sa nomination rendue publique ce mercredi la directrice de département à la direction des finances, de l'investissement et du patrimoine à assistance publique hôpitalière
l'hôpital de Paris International. Selon son parcours professionnel, renseigné sur ses comptes réseaux sociaux, Karine Istin est une experte dans divers domaines de la santé. Depuis juin 2014, elle est la directrice de département à la direction des finances, de l'investissement et du patrimoine. À ce poste, elle cumule plus de 10 ans de service. Selon Hospitalia, le magazine de l'innovation hospitalière, l'assistance publique Hôpital de Paris International est le plus important centre hospitalier universitaire d'Europe. Dans une interview accordée à ce magazine, Karine Istin a partagé le système mis en place par ce centre hospitalier pour optimiser le parcours patient. Elle était directrice déléguée des pôles de chirurgie et anesthésie-réanimation à l'hôpital Édouard Herriot de juillet 2011 à avril 2014. Avant ce poste, dans le même hôpital, elle a été directrice de juin 2008 à juin 2011. De juillet 2003 à mai 2008, elle a occupé le poste de directrice adjointe à la direction des affaires financières au centre hospitalier régional d'Orléans, toujours en France. Plus tôt, elle a été directrice en qualité et gestion des risques dans le même hôpital entre janvier 2000 et juin 2003. Entre autres fonctions qui renforcent son expertise, Karine Istin a été responsable du contrôle de gestion à l'hôpital Nickers, enfants malades en 1999. Avec ce parcours, elle dispose de compétences en finance, gestion des projets, management, assurance qualité, gestion des risques, amélioration des processus, healthcare management, contrôle interne, gestion des services de santé, innovation numérique, pour ne citer que cela. La nouvelle directrice générale du Centre hospitalier international de Calavi est titulaire d'un Master of Business Administration, chaire ASEC Santé. Elle a étudié à l'École des hautes études en santé publique en France et à ASEC Business School. Rappelons que Karine Istin sera assistée par Madame Florence Angélique Bendi-Djetta, directrice générale adjointe du Centre hospitalier international de Calavi. Depuis 2 semaines, le Kenya est secoué par une vague de contestation déclenchée par le projet de loi de finances prévoyant de nouvelles taxes. Malgré l'annonce par le président Ruto du retrait du projet de loi controversé, les appels à se mobiliser dans le pays persistent. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, mais à Nairobi, le mouvement a dégénéré en violence, la police tirant notamment des gaz lacrymogènes sur des foules qui lançaient des pierres dans le centre de la capitale. À Mombasa, dans la 2e ville du pays, des voitures ont été incendiées et au moins un commerce a été vandalisé. La police kenyane a procédé à l'arrestation de plus de 270 personnes soupçonnées d'avoir commis des actes criminels mardi 2 juillet lors des rassemblements anti-gouvernementaux. Pour éviter les débordements, les militants à l'origine des manifestations repensent leur stratégie. Les manifestants craignent que le mouvement et les efforts pour pousser le président Ruto à la démission soient sapés par la violence et les pillages. Les activistes affirment que les violences sont le fait de voyous engagés par des politiciens pour discréditer les manifestants légitimes. Sur les réseaux sociaux, certains ont appelé à ne pas organiser la prochaine manifestation. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a besoin d'1,5 milliard pour répondre aux besoins de plus de 3 millions de personnes forcées de fuir le conflit en cours au Soudan. Le conflit a provoqué le déplacement de près de 10 millions de personnes, dont plus de 2 millions qui ont traversé les frontières vers les pays voisins. Depuis l'escalade des combats dans la région du Darfour, le HCR a enregistré en Libye plus de 20 000 nouveaux réfugiés soudanais depuis avril 2023. Avec l'arrivée de ces personnes, les services locaux disponibles à travers le pays sont débordés, alerte l'ONU. En Ouganda, plus grand pays d'accueil des réfugiés en Afrique, plus de 39 000 réfugiés soudanais depuis le début de la guerre. Ils sont près de 27 000 arrivés seulement cette année.
La plupart d'entre eux sont hébergés dans le camp de Kiryandongo, dans l'ouest du pays. En Égypte, ils sont plus de 400 000 réfugiés soudanais. La Tunisie organisera des élections présidentielles le 6 octobre. C'est un communiqué de la présidence tunisienne qu'il a annoncé mardi, sans préciser si le président Kais Saied brigue un nouveau mandat lors de ce scrutin. Kais Saied, 66 ans, est au pouvoir depuis 2019, dirige la Tunisie d'une main de fer, depuis qu'il s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021, en limogeant son Premier ministre, suivi du gel du Parlement. Le président a fait adopter une nouvelle constitution en 2022 dans ce pays initiateur du printemps arabe qui a emporté le président Ben Ali. La date de la prochaine élection est indiquée par décret présidentiel, alors que les principaux opposants sont incarcérés, notamment le chef du parti islamo-conservateur Ennahda, Rachid Ghannouchi, et la présidente du parti des Tauriens libres, Abir Moussi. Au Caire, le nouveau gouvernement égyptien a prêté serment ce mercredi. Ce cabinet, dirigé par le Premier ministre Moustapha Madbouli, en poste depuis 2018, a vu des changements majeurs, notamment dans les ministères de la Défense et de l'Économie. Le général Abdelmajid Sakr remplace le général Mohamed Zaki. Mohamed Mahaït, ministre des Finances depuis 2018, est remplacé par Ahmed Kouchouk, ancien économiste de la Banque mondiale. Certains ministres, comme ceux de la police, de la santé et des transports, restent en place. Ce remaniement survient alors que le mécontentement de la population ne cesse de croître après des années de mauvaise gestion économique. Des mesures d'austérité adoptées en 2016, soutenues par le président Abdel Fattah el-Sisi, ont entraîné une flambée des prix. Une situation aggravée par la pandémie de coronavirus et les conflits en Europe et au Moyen-Orient. Selon les chiffres officiels, près de 30% des Égyptiens vivent actuellement dans la pauvreté. Apporter son aide à Haïti, c'est ce que souhaitent désormais les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le Premier ministre haïtien Gary Conille pour discuter du soutien américain au nouveau gouvernement haïtien. Gary Conille, nommé par un conseil de transition le mois dernier, a formé le 11 juin un nouveau gouvernement pour rétablir la sécurité à Haïti. Les États-Unis, qui souhaitent que l'île puisse organiser des élections libres et équitables, se sont félicités du déploiement de la mission internationale pour aider la police nationale haïtienne à reprendre le contrôle de Port-au-Prince. Depuis février, une flambée de violence ravage Haïti après des attaques contre des infrastructures gouvernementales. Cela a conduit le Premier ministre Ariel Henry à démissionner en avril. De plus, l'ouragan Beryl, une tempête de catégorie 5, menace Haïti. En cas de dégâts, Blinken a assuré que les États-Unis seraient prêts à envoyer des secours. Des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi à Paris pour protester contre les résultats du premier tour des élections législatives françaises, après que le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, a obtenu le plus grand nombre de voix. De nombreux syndicats, des médias indépendants et des organisations citoyennes ont participé à la manifestation, appelant les électeurs à faire barrage à la montée de l'extrême droite pour le second tour des élections prévues dimanche. De nombreuses personnes présentes craignent qu'une victoire de l'extrême droite ne restreigne les libertés civiles en raison des antécédents de xénophobie et d'antisémitisme du Rassemblement national. Si demain l'extrême droite passe, je ne sais pas ce qui va advenir de tous mes camarades qui sont étudiants étrangers. Je ne sais pas ce qui va advenir de tous les Français binationaux qui vont se voir quand même stigmatisés sous prétexte qu'ils sont binationaux. On ne sait pas ce qui va arriver aux personnes LGBT, aux personnes racisées, aux femmes aussi, parce que l'extrême droite c'est quand même les ennemis de toutes ces personnes-là. Si les électeurs se mobilisent massivement, ils pourraient empêcher le Rassemblement national d'obtenir la majorité absolue au Parlement dimanche prochain. Mais la lassitude des électeurs est un obstacle majeur. Je comprends qu'ils en aient marre parce qu'on a tous, on est tous lassés d'avoir fait les petits castors bien gentiment à chaque scrutin, mais que celui-ci il n'est pas comme les autres.
parce que là vraiment l'extrême droite est aux portes du pouvoir et en capacité d'avoir la majorité absolue. Cependant, toutes les personnes présentes à la manifestation n'étaient pas d'accord avec le message général. Qui ne reflète pas du tout l'état d'esprit des Français. Ce sont simplement quelques personnes qui se sont réunies, mais la France profonde qui est dans les campagnes, qui est en province, elle pense tout à fait autrement. Elle est bien plus nombreuse que ce qui se passe ici. Plus de 49 millions d'électeurs inscrits se rendront dimanche dans les bureaux de vote pour ce qui pourrait être une élection décisive dans l'histoire de la France. En dépit des efforts du guide iranien pour inciter la population aux urnes, près de 60% d'électeurs n'ont pas voté lors de l'élection présidentielle organisée en urgence après la mort du président Ebrahim Raïssi. Face à ce qui apparaît comme un désaveu, l'ayatollah Ali Khamenei relativise « Ceux qui n'ont pas voté ne sont en aucun cas opposés au système ». Bien sûr, au premier tour des élections, la participation n'a pas été aussi élevée qu'on s'y attendait. Elle a été plus faible que ce que nous avions prévu et anticipé. Selon le ministère iranien de l'Intérieur, le taux de participation était d'environ 40%, soit le plus bas jamais enregistré depuis la révolution islamique de 1979. Un second tour est prévu vendredi prochain. Il permettra de départager deux candidats, Massoud Pezeshkian et le conservateur Saïd Jalili. Les Palestiniens déplacés de l'est de Khan Younes à Gaza ont continué à affluer mardi et à monter des tentes dans d'autres secteurs de cette ville du sud, suite à l'ordre d'évacuation israélien émis lundi. Cet ordre laisse présager un retour imminent des troupes israéliennes dans la région. Israël avait mis fin à une offensive à Khan Younes plus tôt cette année, retirant la majorité de ses forces. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a exprimé la profonde préoccupation de ses collègues face à ce nouvel ordre d'expulsion. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires souligne qu'une évacuation de cette envergure ne fera qu'aggraver les souffrances des civils et augmenter les besoins humanitaires. Les gens se retrouvent devant le choix impossible de devoir se réinstaller souvent pour la deuxième ou troisième fois dans des zones où il n'y a pratiquement pas d'espace ni de service, ou de rester dans des zones où ils savent que les combats auront lieu. Mardi, une frappe aérienne israélienne a tué au moins 8 personnes, dont 4 enfants et 2 femmes, dans la ville de Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza. Les victimes étaient des déplacés qui avaient fui leur maison dans l'est de Khan Younes lundi. Depuis le 7 octobre, au moins 37 925 personnes ont été tuées et 87 141 ont été blessées.